Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TBO à l'occasion d'un forum organisé à l'initiative de l'association Agriculteurs de Bretagne, dont on vous rappellera dans un instant les missions avec sa présidente Danielle Évin qui va nous accompagner durant toute cette heure. Ça ne vous a pas échappé, depuis le week-end dernier, la campagne présidentielle s'est accélérée. La campagne va encore s'intensifier et les thèmes d'immigration, d'insécurité, de justice et si on a de la chance peut-être de pouvoir d'achat et de social seront mis sur la place publique. Mais qu'en est-il des questions agricoles? Quelle place auront les questions de l'alimentation, de la souveraineté alimentaire? Bref, l'agriculture au sens large. Les paysans auront-ils le droit de citer, mais seront-ils surtout audibles? Nous, médias, leur donnerons-nous la parole ou l'agenda politique dictera-t-il nos préoccupations? On essaiera aussi de comprendre pourquoi la société et le monde agricole, autrefois intimement liés, semblent aujourd'hui vivre l'un à côté de l'autre et non plus l'un avec l'autre. Le programme est dense, le plateau relevé pour nous éclairer 4 journalistes, de la presse professionnelle agricole. Jean Dubé, le directeur de l'Hebdo Terra. Bonjour Jean. Bonjour. Didier Ledu, le directeur des Paysans Bretons. Bonjour Didier. Bonjour. Et 2 représentants de la presse quotidienne régionale, Sébastien Gromet, rédacteur en chef délégué de Ouest France, et Samuel Petit, le rédacteur en chef du Télégramme. Bonjour Samuel, bonjour à vous tous de participer à cette émission. Alors ce débat aurait dû se dérouler au siège du Crédit Mutuel de Bretagne, mais les conditions sanitaires font qu'à 10 jours de Noël, nous n'avons pas souhaité créer un cluster au relais Quérillon, mais Philippe Bruxelles, le directeur général du CMB, a tenu à intervenir pour lancer le débat. On le retrouve en visio. Bonjour Philippe Bruxelles. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Oui, le Crédit Mutuel de Bretagne est très heureux de participer à cet événement de décembre. Nous sommes partenaires de l'association Agriculteurs de Bretagne depuis sa création. Au CMB, nous croyons vraiment beaucoup à la force du collectif, à fédérer une dynamique autour de l'amont, l'aval, les financeurs, les collectivités, et puis bien sûr autour des agriculteurs qui sont les mieux placés pour parler de leur métier. Alors, comme vous l'avez dit, on aurait eu vraiment plaisir à vous accueillir au relais Quérillon, mais nous avons décidé là, de faire des conditions sanitaires et des précautions sanitaires la priorité. Et donc, je voulais remercier TBO qui, au pied levé, a su organiser dans des conditions du direct et dans son siège là, cette émission sur un sujet qui nous touche tous évidemment énormément. C'est le rôle des médias en période électorale et notamment sur le sujet de l'agriculture. Je vous souhaite vraiment une très belle émission et je vais la suivre avec beaucoup d'attention. Merci Philippe Bruxelles. Alors c'est tellement bien fait que Philippe Bruxelles, hop, il est parti tout de suite et ça c'est ce qui se passe quand évidemment on est habitué à travailler avec des gens. Merci en tous les cas Philippe Bruxelles. Danielle Évin, bonjour. Merci d'être présente aujourd'hui, Danielle. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter en quelques mots aujourd'hui les missions de l'association Agriculteurs de Bretagne, Danielle? Alors c'est ce temps de forum qu'on s'accorde une fois par an. Forum donc dans l'idée de réfléchir à un sujet qu'on a donc déterminé au sein de l'association, un sujet qui a été évoqué par le conseil d'administration. On est dans des périodes électorales quasi permanentes. Nous, agriculteurs, agricultrices, on a l'impression que le thème de l'agriculture est un thème important, un thème vital, mais voilà, somme toute, des fois, on ne comprend pas forcément bien comment il peut être abordé par les médias, pourquoi des fois on a le sentiment que c'est vraiment un enjeu important et pourquoi par moments on trouve aussi que ce qui est exprimé sur l'agriculture n'est peut-être pas tout à fait en correspondance avec ce que nous, on peut vivre. Voilà, on s'est dit, on ne peut pas parler de ça simplement entre nous, il faut qu'on fasse appel à des personnes comme vous qui êtes des personnes de confiance, qui êtes aussi des personnes de proximité pour nous éclairer et qu'on puisse repartir de ce temps de forum avec quelques pistes de réflexion pour les mois à venir, voire les années à venir. Alors, malgré tous les efforts effectués justement pour l'association, pour s'ouvrir au plus grand public, vous avez toujours le sentiment que la sphère agricole, le monde agricole est éloigné justement de cette sphère médiatique et inaudible? Alors c'est l'impression qu'on a quand je pense effectivement, quand on écoute les médias, et je pense que les agriculteurs et les agricultrices sont attentifs à ce qui peut se dire. C'est pas l'impression qu'on a quand on est sur les animations, par exemple, que nous on peut organiser. Quand on est sur une tournée d'été, quand on est à Tous à la ferme, on sent
de la part du grand public, qui est le public prioritaire, celui pour lequel on a été créé, de parler positivement de notre métier. On a l'impression d'un grand retour positif de la part des consommateurs, des consommatrices. Donc on vit aussi ce décalage-là, et moi je vous demande de pouvoir nous éclairer là-dessus, parce que de ce décalage que des fois on vit difficilement, on arrive à oublier peut-être tout le positif qui est à côté. Et voilà, pourquoi c'est comme ça, pourquoi le grand public nous renvoie des belles choses, pourquoi on a le sentiment que les médias, des fois, ça n'est pas forcément le cas. Et je sais qu'il y a des nuances là-dessus, et je sais que vous saurez les mettre en avant. Voilà, que ça vienne compléter ce temps de discussion, ça vienne compléter tout ce qu'on peut vivre dans la communication positive qu'on essaye d'avoir à travers toutes nos actions. Communication qu'on inscrit aussi dans le long terme, qui n'est pas tout à fait compatible des fois avec l'immédiateté d'une élection ou d'articles. Bon voilà, plein de réflexions. Et vraiment, on compte vraiment beaucoup sur vous pour nous amener des réponses. Et aussi, parce qu'on se connaît bien, des interrogations qu'on devra travailler nous après. Vous êtes à l'initiative de ce forum. Daniel, n'hésitez pas à intervenir quand bon vous semble. Alors ce forum est diffusé en direct sur YouTube. Vous qui nous suivez, vous aurez la possibilité d'interagir avec nos invités en plateau via le chat de YouTube. Nous prendrons une dizaine de minutes pour répondre à vos interrogations. Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, Daniel, avec l'Association Agriculteurs de Bretagne, vous aviez invité une journaliste de RTL, Virginie Garin, en charge notamment des questions alimentaires et agricoles et de santé. Alors, elle n'a pu faire le déplacement, mais a souhaité donner son avis sur le sujet du jour. Je vous propose de l'écouter. Bonjour à tous. Malheureusement, je ne suis pas avec vous aujourd'hui car j'ai été obligée de rester à Paris pour m'occuper du Covid. Voilà, je gère un service qui s'appelle Qualité de la vie, mais qui parle d'agriculture et aussi d'environnement et de santé. Et je vous le confirme, en ce moment, les journalistes parlent toujours de la même chose, du Covid. Très peu des sujets agricoles, mais je pense que c'est quand même possible et je vais vous donner quelques pistes. Alors, c'est important de rappeler d'abord que dans les rédactions des grands médias généralistes, le nombre de spécialistes agricoles qui connaissent bien le sujet oscille entre 0 et 1. Ce sont souvent les correspondants en région qui connaissent d'ailleurs mieux le sujet. Sinon, les journalistes, finalement, ils ont une vision très citadine du secteur avec les préoccupations du citoyen classique. Donc, le prix de ce qu'ils mangent, la sécurité alimentaire et l'environnement. Et leur méconnaissance technique de l'agriculture fait qu'ils ont souvent beaucoup de mal à entrer dans la nuance. Le rôle du glyphosate, par exemple, dans la conservation des sols, je ne suis pas sûre que beaucoup de mes confrères l'aient compris. Alors, comment le monde agricole peut-il être audible aujourd'hui? Moi, je pense qu'il doit évidemment adapter ses messages, préoccupations des consommateurs, donc la santé, montrer tous les efforts qui sont faits pour réduire les produits phytosanitaires, l'environnement. Alors là, ce qui marche très bien dans les rédactions, c'est ce qui étonne, donc mettre en valeur des innovations, et puis jouer sur la carte nationale, le local, au lieu de s'énerver contre les écologistes quand ils dénoncent les pesticides, eh bien essayer d'expliquer, je sais que c'est compliqué, mais essayer d'expliquer calmement pourquoi si les Français veulent manger français et pas chinois ou brésilien, s'ils veulent garder des paysans dans leur territoire, il faut que ceux-ci restent compétitifs et qu'on ne les assomme pas avec des règles impossibles à tenir. Alors, ce n'est pas simple. Je sais qu'il y a beaucoup d'invectives, il y a beaucoup de tensions. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux depuis 2-3 ans. Mais il faut essayer d'expliquer, il faut essayer de montrer du positif. Et pourquoi pas peut-être même aller vers les ONG, rétablir un dialogue avec les associations de protection de l'environnement. Le CIWF, ce n'est pas L214. Donc, il y a des associations, je le suis certaine, qui ont envie de dialoguer. Donc, voilà, c'est peut-être une façon d'apaiser les choses. Pour résumer, en pleine crise Covid, j'insisterai à nouveau sur ce qui étonne, les nouvelles technologies. Ce sont des sujets dans les rédactions qui nous aèrent la tête pour sortir un peu de l'anxiogène. Les sujets cocorico, le produire français. Alors ça, en plus, ce sera forcément dans la campagne présidentielle. Et puis, profiter du salon Porte de Versailles qui va arriver bientôt, en février. Les médias seront tous là, donc profitez pour faire passer des messages positifs. Voilà, j'espère que je vous ai donné quelques pistes. À bientôt.
Allez, beaucoup de choses, évidemment, qui peuvent vous faire réagir. Selon l'Institut Montaigne, les Français s'intéressent de plus en plus à leur alimentation et à son impact sur leur santé ou sur leur territoire. Et pourtant, les agriculteurs ont du mal à être audibles dans les médias. Le sujet agricole intéresse-t-il encore les Français et par ricochet les rédactions, messieurs? Alors, Sébastien Gremaître. J'aurais peut-être une première réaction. Ouais. C'est de dire les médias, de quoi on parle quand on parle des médias. Et je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Quand on parle du local, quand on parle de la proximité, quand on parle de journalistes qui ont des spécialités, moi j'ai l'impression que c'est le métier qu'on fait tous les jours. Et quand on dit qu'on est moins audible, c'est pas ce que je lis au quotidien, ni dans l'information qu'on fait en continu, ni celle qu'on fait dans le journal papier. Pourquoi ? Parce qu'on a à la fois un service agricole avec des personnes spécialisées qui vont travailler notamment dans le cadre de nos rubriques agricoles, sur une information qui est plus pointue. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on a beaucoup ouvert le monde agricole et de l'alimentation dans les pages générales. On n'en a jamais justement autant parlé du bien manger, de l'aménagement rural, de la nécessité de l'emploi agricole, encore récemment sur les statistiques qui sont tombées. Et puis on a, nous, alors on va dire 58 rédactions de terrain qui sont en dialogue permanent avec les agriculteurs, aussi bien pour relayer des manifestations qui sont les fermes ouvertes, qu'on relaie largement, qui ont un succès populaire, je n'ai pas l'impression qu'elles n'apparaissent pas dans nos colonnes, mais aussi pour relayer les colères agricoles et essayer de les expliquer justement au grand public. Donc dire que les médias ne reflètent pas cette activité-là me semble quelque part un petit peu à pondérer, ou en tout cas à distinguer selon le type et la nature des médias. Samuel Petit. Je confirme, on est au contact quotidien du monde agricole. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de rentrer dans une ferme aujourd'hui, c'est vrai. On demande parfois de rentrer dans une ferme, on nous dit non, pour des raisons pas toujours simples, mais nos journalistes sont en contact de ce monde agricole. Mais face à ça, le lecteur est exigeant. Le lecteur, il est comme nous tous, de moins en moins connecté au monde agricole parce que ses grands-parents étaient peut-être agriculteurs, mais probablement pas ses parents. Donc ce contact avec le monde agricole, il s'est largement détérioré. C'est nous qui continuons à établir le lien. L'agriculture, c'est un poids économique énorme en Bretagne, mais c'est aussi un élément de débat. On a le droit de débattre de ce sujet-là. Le lecteur exigeant, c'est vrai qu'on est interpellé sur que devient l'agriculture, comment elle évolue. Et puis nous, on essaye d'interpeller surtout le lecteur, consommateur, citoyen sur son propre rôle. Parce que comme l'a dit Daniel, c'est le consommateur qui finit par dicter les choses. Il choisit de consommer certains types de produits. Il oublie parfois qu'il est citoyen, il oublie parfois qu'il est lui-même rural en vivant auprès de ses producteurs. Et nous, on essaye, et c'est le plus difficile aujourd'hui, c'est de montrer cette complexité. En quoi il y a une cohérence globale, parce que je mange ceci, je provoque tel type d'approvisionnement de modèles agricoles. Et c'est ça aujourd'hui le plus difficile. Et ce niveau d'exigence, ce niveau de complexité, on doit le montrer. Et pour le montrer, on doit continuer à aller au contact de tous les agriculteurs, quel que soit leur modèle de production. Et je l'ai souvent dit à Profession Agricole, ouvrez-nous nos portes, laissez-nous montrer les innovations, les efforts que vous faites sur la qualité au travail, sur le bien-être animal. Ces choses-là existent, mais il faut vraiment ouvrir les portes à notamment la presse régionale, puisque, comme le dit Sébastien, on a toujours été en proximité. Et Virginie Garin le disait, les journalistes parisiens peut-être ont cette distance ou cette vision de consommateur. Les spécialistes, en fait, il y en aurait 0, voire 1, 2 maximum par rédaction. Est-ce problématique? Alors évidemment, dans la presse spécialisée aussi agricole, messieurs, est-ce que vous avez le sentiment qu'on donne encore et qu'on parle aujourd'hui aux agriculteurs, d'agriculture et aux agriculteurs? Moi, je dirais que l'agriculture, c'est très affectif. Donc, quelque part, on a du mal à avoir un jugement pondéré sur quelque chose. Bon, je pense qu'il y a notamment la confusion entre l'animal domestique et l'animal d'élevage. Et donc, les réactions sont un peu viscérales, souvent. C'est ce que j'observe. Et ce que je dis souvent, c'est qu'aujourd'hui, la société, de moins en moins rurale, de moins en moins agricole, est déconnectée du monde de l'élevage et de l'agriculture, et donc a tendance à avoir un avis, à avoir l'avis des médias, des grands médias, en fait, sans vraiment connaître. Nous-mêmes, on est parfois, on se comporte un peu de la sorte aussi sur des sujets qu'on ne connaît pas. Par exemple, des fois, on nous fait parler aussi, on nous demande un jugement sur l'industrie automobile. On pourra dire, tiens, ouais, il y a les voitures polluantes, etc. Mais en fait, on ne sait pas de quoi on parle. Et c'est ça, à mon avis, c'est un peu ça qu'il y a un décalage entre le vrai savoir et ce qu'on dit. Et peut-être qu'aujourd'hui, en plus, dans toute l'information, l'immédiateté
des réseaux sociaux, on a tendance à avoir un jugement encore plus vite, plus tranché. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire, quoi. Jean Dubé. Alors, la presse professionnelle agricole parle beaucoup de l'agriculture, mais on n'en parle pas du tout de la même façon que les grands médias généraux ou généralistes. Ça paraît évident, puisque ce sont quand même des sujets extrêmement techniques, extrêmement pointus. Et c'est vrai que quand Ouest France parle d'agriculture ou quand Terra parle d'agriculture, c'est deux mondes complètement différents qui ont du mal à se parler quelque part. Je pense que c'est une des premières difficultés et c'est pour ça aussi que le monde agricole ne se retrouve pas dans le traitement qui est fait de l'agriculture par les médias, les grands médias généralistes. C'est parce que c'est pas l'agriculture qu'ils pratiquent au quotidien. Il y a souvent ce décalage. Alors je pense qu'on paye un petit peu, alors c'est pas une spécificité du monde agricole, notre société elle est construite aussi avec des cloisons, avec des gens qui se parlent à eux-mêmes quelque part. Et là, une des difficultés qu'on paye aujourd'hui, que paye le monde agricole, alors au-delà des chiffres, on a eu les résultats de la démographie, il y a moins de 400 000 agriculteurs, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'il y a le monde agricole, il y a l'autre monde, j'allais dire, la société d'une façon générale. Comment on fait pour faire tomber les cloisons entre le monde agricole et le reste de la société? Moi, je prends toujours un exemple, c'est que les gens ont commencé à s'inquiéter de l'agriculture à partir du moment où les murs ont entouré les élevages. Alors, c'est une image, quelque part. Mais l'élevage, de plus en plus, ça se fait aujourd'hui derrière des murs, et on ne sait plus ce qui se passe derrière. Mais les murs, ils ne sont pas seulement autour des élevages, ils sont aussi entre les gens qui sont pour le vaccin, les gens qui sont contre le vaccin, ceux qui sont pour le bio et ceux qui sont contre la bio, la vente directe. Ce sont des sujets qui sont très clivants. Presque sectaire, entre guillemets, et une des difficultés du monde agricole aujourd'hui, c'est avec moins de 400 000 personnes, comment on fait pour faire tomber les murs et comment on fait pour faire que les gens se parlent. C'est peut-être ça tout simplement le problème. Daniel, vivons heureux, vivons cachés? Non. Vivons heureux, ça je souhaite à tout le monde, et surtout pas cachés. J'ai souvent dit que on avait à un moment fait beaucoup de choses sur toutes les thématiques qui sont demandées par les consommateurs, l'environnement, la qualité, la quantité, le sanitaire, mais on ne l'a pas dit. On était plus dans bien faire et laisser dire. Le problème, c'est qu'on a laissé dire. Et c'est vrai que le pari qu'on fait, nous, au sein de l'association, c'est de bien faire, bien sûr, et c'est surtout de dire. C'est de dire à travers des portes ouvertes, à travers un plateau comme ça. Donc, surtout, effectivement, de le dire. Et on a cette obligation-là, je pense, encore plus aujourd'hui qu'hier, du fait de ce que vous venez de dire aussi, qui est l'immédiateté. Et des fois, la difficulté pour nous à saisir cette immédiateté-là. Donc c'est le pari qu'on doit faire au sein de l'association, mais avec tous ceux qui nous entourent, dont effectivement les médias. Alors on sait, et je rejoins ce qui vient d'être dit, on sait que, et je pense que les agriculteurs, les agricultrices qui lisent leurs journaux ou qui nous regardent font la différence. C'est vrai, je l'ai un peu dit tout à l'heure, entre la presse régionale et la presse nationale, entre les réseaux sociaux et la presse, par exemple, ou les réseaux professionnels. Je pense que cette distinction-là, elle est faite. Elle demande certainement à être encore un peu plus, peut-être un peu mieux vécue quand même. Sébastien Robert. On a le sentiment quand même que les cloisons, si elles ne sont pas tombées, sont en train de tomber. Parce qu'avant, le monde agricole est quelque part la société. Et aujourd'hui, quand on parle d'alimentation, quand on parle d'environnement, c'est un environnement décloisonné. Et par contre, c'est vrai que la posture, entre guillemets, agricole, à un moment, c'était de se défendre, d'être en position de défense. Ce qui est normal, c'est de défendre un métier, une façon de le faire. Et quelque part, la façon de faire tomber ces cloisons, c'est d'accepter un dialogue, d'accepter de pouvoir argumenter et être en posture, quelque part, plus offensive autour de ça. Et c'est peut-être la façon de construire des passerelles et de faire en sorte que ces sujets qui sont devenus des sujets de société puissent trouver des terrains, si ce n'est d'entente, au moins des terrains de dialogue. Alors si on organise ce débat, ce forum maintenant, c'est qu'on va rentrer évidemment dans une période qui va être riche, évidemment pour nous médias, mais aussi pour le monde agricole, qui sera concerné par les élections à venir. On va commencer avec les présidentielles au mois d'avril, puis les élections législatives, peut-être encore plus importantes aussi pour notre territoire au mois de juin. Mais si en période d'élection, l'agriculture est-elle sous cloche? Et si oui, pourquoi? Samuel Petit.
Alors, elle n'est pas sous cloche, mais elle se retrouve au cœur des débats, souvent. Ça l'a été lors des régionales en Bretagne, hein, mais c'est pas la faute aux médias ou aux agriculteurs, c'est tout simplement que la plupart des candidats se sont emparés du sujet du bien manger, pour reprendre l'expression du président de région, ou de la souveraineté alimentaire, de la qualité de l'environnement en Bretagne. Les médias n'ont fait que relayer et rentrer dans ces débats. Ce sont les candidats qui ont mis ce sujet sur la table. La présidentielle, c'est un peu différent parce qu'on voit bien que ce sujet agricole, fondamentalement, aujourd'hui, n'émerge pas. Il n'est pas poussé par l'un ou l'autre des candidats, alors qu'il y a des sujets essentiels sur l'accès à la ressource, pas uniquement en Bretagne, hein, en France, en Europe, sur la planète, ressources, je pense à l'eau, au foncier, etc. Il y a la question de la souveraineté alimentaire, qui n'est pas un sujet. Alors qu'on sait bien que notre capacité à produire ce dont on a besoin, ou du moins le continent européen a besoin, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Et ces questions-là, aujourd'hui, à moins que vous me contredisiez les uns les autres, pour moi, je ne les vois pas apparaître. Alors, elles sont quelque part dans les programmes, mais ça n'est pas un sujet clairement poussé par l'un ou l'autre des candidats, parce que d'autres sujets dominent et que les médias dominants aussi tournent un peu en boucle sur certains sujets dominants. Jean Dubé, justement, cette période-là, elle est propice à la réflexion ou pas? Ah oui, bien sûr, ce sont avant tout des périodes d'échange. C'est là où quand même on construit effectivement les... Alors je ne veux pas restreindre seulement aux élections présidentielles et puis et législatives derrière, mais depuis les élections municipales, c'est aussi je dirais à la limite au moment des élections municipales, les sujets agricoles sont souvent des sujets très locaux, puisqu'on parle d'occupation du territoire, on parle d'alimentation des cantines, etc. Là aussi il y a des vrais sujets, et c'est aussi alors le volet un peu positif de ces campagnes à grande échelle, c'est de pouvoir amener ces éléments-là sur le terrain, de pouvoir en débattre à l'échelle de la société, pour peu qu'on ne l'attaque pas sur le petit bout de la lorgnette quelque part, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des grands sujets comme la question de la souveraineté alimentaire qui ne sont pas aujourd'hui amenés, alors qu'en fait, ils pourraient tout à fait s'intégrer dans le débat, quoi. Oui, elles doivent, quoi qu'il en soit, revenir aussi au cœur du débat, justement. Est-ce que cette période-là, on met de côté ces questions agricoles, notamment aussi dans la presse professionnelle et spécialisée? Alors, c'est un sujet, et à la fois, c'est pas le sujet. Parce qu'au fait, on se replace un petit peu en mars 2020, lors du Covid. La souveraineté alimentaire, tout le monde qui applaudit les agriculteurs, etc. Donc, le président de la République s'exprime, c'est sûr. On va remettre l'outil, je ne veux pas dire industriel, mais l'outil agricole en marche. Les agriculteurs y croyaient. On regarde les premiers chiffres de 2021. On n'a jamais importé tant de poulets. On peut imaginer que dans le débat des élections présidentielles qui se profilent, le pouvoir d'achat sera au centre des débats. Mais donc, je ne vois pas comment on va augmenter le prix de l'alimentation. Donc, ça va être un non-sujet. On ne va pas augmenter, on ne va pas parler... Parce que c'est ça qu'il y a derrière, quand même. Si on veut produire en France, en Europe, on sait que les coûts de production sont bien plus élevés que ce qu'on fait croire. Parce qu'aujourd'hui, ça fait déjà 40 ans, 50 ans qu'on fait croire aux Français et puis aux Européens que l'alimentation ne coûte pas cher. Or, c'est pas vrai. Donc, moi, je pense c'est un vrai sujet, mais qui va être botté en touche parce que ça va gêner les candidats de dire, écoutez, si on veut régler le problème, il faudra que votre panier de la ménagère, comme on dit traditionnellement, coûte plus cher. C'est inaudible. C'est inaudible. Donc, on va botter en touche. On parlera peut-être d'environnement, etc., de bien-être, etc., mais on ne parlera pas du vrai sujet. Sébastien Grosmaître. Je pense qu'elle est pour partie sous cloche, effectivement, actuellement, parce que la séquence médiatique, elle est où? Elle est dans des primaires, elle est dans des déclarations fracassantes, elle peut être dans des candidats déclarés qui, finalement, ne seront peut-être pas candidats au bout du compte. Et puis, on est dans une séquence des sondages extrêmement commentés. Vous savez qu'on a fait le choix de ne pas en commander, ni même d'en commenter, justement parce qu'on trouve que c'est trop d'écume dans tout ça et qu'il faut essayer de ramener le débat à des choses qui sont plutôt de la vie quotidienne de nos territoires, qui est
est beaucoup plus importante, beaucoup plus diverse que ce que le champ médiatique peut renvoyer autour actuellement de l'insécurité ou des sujets autour de l'immigration. Et ce qui est important pour nous, en tout cas, c'est d'entrer dans un temps où on va aller beaucoup plus au-devant des habitants de nos territoires pour aller faire du reportage. On va lancer plus de 200 reportages pour voir la diversité du territoire dans toutes ses composantes. Et la ruralité est très importante pour nous là-dedans, justement, pour faire émerger des thèmes qui ne sont pas ceux qui s'imposent dans le paysage ou dans l'agenda politique actuel. Mais quoi qu'il en soit, on ne subit pas un peu cet agenda, malgré tout, aujourd'hui, Samuel ? On est dans une démocratie, donc on le suit, cet agenda. Jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas les médias qui dirigent le pays, donc ce sont des hommes politiques. Vous savez, on nous parle souvent de lobbying, d'agenda culturel. On ne nous demande rien, on nous demande strictement rien, c'est juste que les débats qui sont sur la table, on s'en empare, mais quand un politique choisit de mettre un sujet sur la table, c'est son rôle de le faire. S'il le fait, c'est qu'il pense qu'il y a un intérêt politique à le faire, qu'il soit au pouvoir ou pas. On ne peut pas retirer cette possibilité-là aux politiques de le faire. Sinon, à quoi sert le politique ? Ce n'est pas les médias qui sont là pour dire aujourd'hui on va parler de ça, demain on va parler de ça. Donc ces sujets, ils sont sur la table, mais ils dominent, comme vient de le dire Sébastien, ils dominent le débat pour des raisons de calendrier politique et d'opportunisme de certains. L'enjeu de la presse régionale, c'est en effet de se recentrer sur les vrais sujets. Mais même en se recentrant sur ces vrais sujets, on va tomber sur les limites qu'on vient d'évoquer. La question du pouvoir d'achat aujourd'hui, elle se traduit par l'énergie, enfin la pression sur la dépense énergétique et sur la dépense du logement, et finalement la dépense alimentation devient une dépense ajustable et compressible. Alors que la dépense énergie et logement, on sait bien qu'elle est, malheureusement, on ne peut pas la réduire, et c'est bien pour ça que l'État, pas plus tard qu'aujourd'hui, subvient aux besoins des plus modestes d'entre nous pour faire face à ces factures. Donc l'alimentation est un amortisseur ou plutôt une variable d'ajustement du budget des Français. Ça implique évidemment derrière une pression sur le monde agricole, ou du moins sur toute la chaîne de valeur de l'agriculteur jusqu'à la grande distribution, qui n'est pas forcément favorable à un prix qui rémunère le producteur. Donc ces sujets-là, on va essayer de les remettre au-dessus du panier, mais c'est pas si simple que ça, parce que malgré tout, il y a un agenda politique. Et puis il faut aussi réussir à intéresser aussi, quoi qu'il en soit, aussi nos lecteurs et nos téléspectateurs avec toutes ces questions-là et les amener comme il faut. Alors, quand une association, on sera obligé d'en parler aujourd'hui, quand une association comme L214 nous adresse un communiqué de presse et nous demande de garder l'info sous embargo 24 heures en plein salon du Space à Rennes, et que nous suivons d'une manière ou d'une autre leur requête, et ça je le dis parce que je suis aujourd'hui moi rédacteur en chef de CTD, n'est-ce pas une faiblesse de notre part aujourd'hui ? De suivre justement ce tempo-là. L214 est une association qui défend une cause qui est louable. Elle utilise à peu près les mêmes leviers de lobbying que la plupart des lobbies. Ouais. Elle sait communiquer. Elle a probablement été plus performante que le monde agricole pendant un temps. Il utilise des actions qui sont ni violentes mais très, très fortes. Nous, on a une charte par rapport à tout ça. Comment dirais-je, on ne met pas en exergue des situations précises poussées par les lobbies sans faire un travail de vérification, mais ça ne touche pas que L214, ça touche Sea Shepherd en ce qui concerne les affaires maritimes, etc. Mais cette prudence-là, on l'a avec l'ensemble des lobbies. Quand la FNSEA nous envoie un communiqué, on ne le reproduit pas dans la minute, et c'est peut-être le sujet d'une enquête ou d'une contradiction, et on appelle des contradicteurs. Là, on fait notre métier de journaliste. Après, évidemment, on est dans un monde de la communication, et L214 maîtrise ces sujets-là. La question, c'est pourquoi c'est L214 qui amène cette question du bien-être animal sur la table, alors que cette question, le monde agricole s'en est emparé, notamment sous la pression de la réglementation européenne depuis 2 voire 3 décennies à peu près, sauf que le monde agricole en a parlé peut-être trop en termes réglementaires et techniques. Donc oui, on met des nouvelles cages, on met des nouveaux outils, mais est-ce qu'on en a parlé de manière empathique, en comprenant qu'en effet la société commençait à s'inquiéter du sort de ces animaux dans les élevages. Et maintenant, il faut peut-être passer d'une réponse technique et réglementaire à une réponse humaine, empathique, et rappeler que le premier contact entre l'animal et l'homme, c'est avec son éleveur, tout simplement, et qu'il n'y a pas que de la technique, il y a aussi de la relation homme-animal dans les exploitations. Quand on a un sujet comme ça, comme L214 qui arrive, c'est pas facile de dire on va faire du clic, parce qu'on est aussi sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, Sébastien Commettre.
peut y avoir la tentation de l'audience, entre guillemets, mais j'ai remarqué qu'au fil des mois et des années, l'approche a beaucoup évolué par rapport à ça. La question de l'embargo, à la limite, c'est peut-être intéressant, puisque ça laisse le temps. Nous, c'est le contradictoire. Les rédactions ont pour consigne, on reçoit ce type de document, qui soit de L214, je rejoins Samuel, ou d'autres organisations, c'est d'aller appeler les personnes qui sont concernées pour savoir ce qu'il en est réellement et avoir une façon de pondérer ou de contextualiser ce qui peut arriver. Je constate qu'au départ, on n'avait personne au bout du fil, parce qu'il y avait comme une forme de tétanie autour de ça, et c'est de se dire on ne dit rien, et quelque part on se retrouve avec une information qui peut tomber brute, et quelque part ne rien dire, c'est presque valider ces faits-là, et qu'aujourd'hui, au contraire, il y a une forme de réactivité qui est bienvenue du monde agricole pour dire non, mais attendez, là-dessus, soit cette vidéo, elle n'est pas faite à l'endroit où elle était mentionnée, ou alors il y a des choses à expliquer dans un contexte, je ne sais pas, d'un éleveur qui a pu avoir de gros problèmes à ce moment-là, ou ce genre de choses. Et il faut cette pondération pour que cette information-là soit pondérée. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la réalité des faits dans leur pondération, de façon à ce que chacun ressorte de cette information de façon plus éclairée. Alors Didier Ledu et Jean Dubé, vous avez aussi un regard avec vos publications qui est hebdomadaire. Quel regard vous portez sur la presse quotidienne régionale, le traitement que la presse quotidienne régionale peut faire sur l'agriculture ? Moi, je pense que, non, sincèrement, moi, je suis un peu d'accord avec ce qui a été dit. La presse régionale bretonne, en l'occurrence, elle est les pieds en Bretagne. Elle vit avec l'agriculture. Elle a une façon de traiter l'agriculture qui ne plaît pas toujours aux agriculteurs. Mais globalement, je trouve qu'elle est quand même très en phase avec l'agriculture bretonne. Là-dessus, il n'y a pas... où ça devient des fois plus caricatural, je dirais. C'est d'ailleurs notre confrère de RTL l'a dit. Il y a peu de spécialistes dans les médias nationaux d'agriculture, et des fois, il faut admettre que c'est un peu caricatural. Et les premiers blessés avec ça, c'est pas nous, médias, ce sont les agriculteurs qui sont des fois, je sais qu'à chaque fois qu'il y a des émissions, comme je dis, caricaturales, on a des appels, des messages d'agriculteurs qui disent mais faites quelque chose, on est humiliés. Et c'est vrai que je trouve que des fois, c'est de l'humiliation, parce que, il y a toujours l'exception, l'agriculteur ou l'élevage, où tout se passe pas forcément bien. Mais quand vous allez aujourd'hui dans les élevages, essentiellement, le bien-être, il est pris en compte. Le premier bénéficiaire de bien-être d'un animal, c'est l'éleveur au quotidien. Ce matin, en réunion de rédaction, nous parlions de l'élevage de lapins, où maintenant, les lapins sont en liberté avec alors on appelle ça des terriers, peut-être le terme est un peu abusé, mais des plateformes où les lapins peuvent gambader et tout ça. Et donc, on vient de faire un reportage chez un jeune éleveur qui disait « Je prends plaisir à regarder mes animaux, je rentrais tard, etc. parce que je regardais mes animaux. » Donc, je pense que voilà ce que je voulais dire. Donc, il y a vraiment un décalage des fois de perception. Mais sur la presse régionale, je trouve que ça le fait. Jean Dubé. Sur la presse générale, par rapport au traitement de l'actualité agricole, en règle générale, quand il y a une conférence de presse, quand il y a une actualité locale, on se retrouve à peu près tous ceux qui sont autour de la table, on se retrouve à la conférence de presse, à l'action, etc. Moi, je vais juste un petit peu élargir en disant ce qui a peut-être évolué quand même depuis quelques années, c'est que jusqu'à présent, la communication du monde agricole, c'était aussi une communication un peu institutionnelle. Il y avait les syndicats, il y avait les chambres d'agriculture, il y avait les coopératives et le monde économique de façon générale. Moi, je trouve ce qui est quand même un peu en train d'évoluer depuis quelque temps, c'est que ce sont les agriculteurs, alors au sens premier du terme, au quotidien, qui sont en train de prendre en main un peu leur propre communication et qui s'aperçoivent, je parlais des communes tout à l'heure, qui s'aperçoivent que pour faire passer des messages au niveau de la commune, ils peuvent surtout compter sur eux-mêmes et que finalement, ce sont eux-mêmes qui sont les mieux placés pour le faire. Et je crois que c'est cet élément-là qui a changé depuis quelques mois, voire quelques années, notamment avec les réseaux sociaux, c'est effectivement c'est que les agriculteurs sont en train de prendre en charge leur propre communication. Et alors, il va y avoir des choses contradictoires, évidemment, ça c'est, à la limite, c'est pas grave. Et je pense que ça peut être efficace parce que ces gens-là sont capables justement de parler avec empathie. Ils connaissent les sujets dont ils parlent et ils sont capables d'avoir une communication positive sur leur propre vécu, sur leur propre métier. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui va aller dans le bon sens quelque part.
Ça, j'imagine que Daniel, là-dessus, sur ces questions des réseaux sociaux liées au monde agricole, vous avez vu une évolution depuis la création d'Agriculteurs de Bretagne. Ah oui, l'évolution, elle est très nette. Moi, je ne peux que remercier vraiment au centuple ceux qui prennent la parole, ceux qui se sont formés pour le faire, parce qu'il y avait aussi cette crainte de ne pas y arriver. Donc, et en particulier aussi beaucoup de collègues jeunes qui maintenant deviennent aussi des références en termes de ressources pour notamment des médias, les médias que vous êtes, mais aussi les médias nationaux. Et je voudrais juste revenir sur ce qui vient d'être dit là. Je crois que qui s'est bâti aussi autour d'Agriculteurs de Bretagne, c'est bâti autour de blessures, les blessures dont parlait Didier à l'instant. Et moi, je dis que de ces blessures-là, il faut que nous, on fasse une force pour évidemment prendre la parole. On a une blessure avec une association comme celle qui vient d'être citée, parce qu'on sait qu'au fond, ce qu'elle dit est faux, d'une part, et qu'effectivement, son but n'est pas de parler de bien-être animal, mais son but va bien au-delà de ça. Mais de ce que nous, on peut ressentir, on se doit de aujourd'hui le retravailler et pouvoir être présent parce qu'il ne peut pas y avoir mieux placé qu'un agriculteur ou une agricultrice pour parler de son métier. Et si cette place-là, elle n'est pas occupée par nous, c'est quand même le constat qu'on fait nous maintenant depuis 10 ans, si cette place-là, elle n'est pas occupée avec tout le travail de déconstruction de la technique pour être vraiment dans ce qu'on est au fond, c'est-à-dire humain et avec empathie, comme ça peut être dit. Si ce travail-là, c'est pas nous qui le faisons, c'est d'autres qui vont le faire. Donc c'est à nous de nous en emparer avec toutes les aides possibles et imaginables, et notamment techniques dans le moment. Donc encore un beau challenge devant nous. Alors on a une question déjà d'un internaute. Pourquoi ne fait-on pas appel à des consultants agricoles comme d'autres en pleine période Covid sur les télés nationales vont pouvoir avoir des consultants Covid justement sur tout leur plateau? Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on a justement un vivier? Est-ce que ces consultants, on les entend, eux, sont audibles pour parler de ces questions-là? On fait appel régulièrement à des experts, à des consultants, mais un consultant, c'est comme un communicant. Il a une vision du sujet. Et nous, ce qui nous intéresse, presse régionale, c'est la contradiction et le débat d'idées. N'allons pas faire croire que l'agriculture serait une et unique, que les modèles de production seraient uniques. Ce n'est pas la même chose de faire des tomates sous serre que de faire de l'élevage de cochons ou du blé dans la Beauce. Donc nous, on refuse de se dire il y a une parole qui va descendre d'en bas d'un consultant, d'un agriculteur qui va être parole définitive. C'est pas vrai. On est dans un sujet de débat. L'agriculture fait l'objet de débats et nous on est là pour les faire vivre ces débats. Alors c'est vrai que des personnes référentes, reconnues par tous peuvent s'exprimer dans nos colonnes et dans les colonnes de la presse professionnelle, mais c'est souvent l'addition de ces paroles qui fait que le lecteur peut se faire un avis. On n'a pas de vérité à descendre. Nous sommes des médias, on n'est pas des journalistes qui venons dire il faut faire comme ça et comme ça pour produire du cochon ou des tomates. On amène les éléments globaux de ces sujets-là, et aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, ils sont complexes. L'usage du foncier, l'usage de l'eau, ces sujets-là sont pas... Enfin, c'est pas des sujets qui concernent que les agriculteurs, et c'est pour ça que les élections locales s'en emparent. Et nous, on est là pour montrer cette complexité, et donc il faut appeler des voix également discordantes. Et je pense que c'est un des progrès aujourd'hui de l'agriculture bretonne, c'est l'acceptation de ce débat, d'accepter que c'est en discutant qu'on va trouver les bonnes solutions. Je rappelle que les médias régionaux se sont lancés dans Bretagne au pur au début des années 90, en associant le Crédit Mutuel, en associant les chambres d'agriculture. On a posé le débat, les gens ont réussi à se parler entre eux, les environnementalistes et les agriculteurs. Il y a quelques mois, on pensait que ce serait incapable de renouveler ce genre de choses en Bretagne, c'est-à-dire de se mettre autour de la table en disant il y a un problème et puis on va le régler ensemble. Alors les réseaux sociaux sont passés là-dessus. Ça aide pas à la décision constructive et au vivre ensemble, comme on dit parfois. Mais j'insiste sur le fait que les médias, on n'est pas là pour apporter une vérité ou apporter quelque chose qui plaît. On est là pour essayer de montrer cette complexité. Et c'est là où c'est difficile. Jean Dubé. Oui, sur cette question-là, si on se reportait à quelques mois en arrière, on avait l'impression qu'il n'y avait plus qu'une issue, voire deux. C'était les circuits courts, c'était la vente directe, c'était la bio.
Heureusement, toute l'agriculture, c'est pas focalisé sur ces sujets-là, et parce que quelque part, on a vu que derrière, il y avait la question du comportement du consommateur. Le consommateur, il trouve ça très bien, effectivement, la bio, il trouve ça très bien les circuits courts, mais la première chose qu'il regarde, c'est déjà son pouvoir d'achat, et c'est ce qui se développe aujourd'hui. Malgré tout, c'est quand même quelque chose avec une alimentation qui est la moins chère possible. Donc, on parle d'agriculture, il faudrait parler des agricultures. Et quelque part, une des difficultés aujourd'hui, c'est effectivement de sortir de ces champs qui sont un peu trop cloisonnés, comme je disais tout à l'heure, pour représenter l'ensemble des facettes de ce qu'est effectivement l'agriculture aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont dans un système très productiviste, et c'est pas un gros mot, et avec des gens qui sont dans des systèmes, pourquoi pas, très économes, mais on peut être très économe et très productiviste aussi, quelque part. Donc voilà, et c'est un petit peu la difficulté, effectivement, à la fois des spécialistes et puis de ces débats agricoles, c'est de faire comprendre la nuance de ces choses-là. Ça, c'est très difficile. Alors, l'un des défis pour le secteur agricole, c'est de regagner le cœur de l'opinion publique. Avant de parler de ce sentiment d'éloignement, peut-être une de raisons qu'il faut aussi mettre en avant. Samedi dernier, le Télégramme ouvrait justement le journal avec une double page sur le nouveau visage de l'agriculture, en titrant sur la perte d'un quart des fermes bretonnes en 10 ans. Rémi Maire, l'auteur du livre Dans la tête d'un jeune agriculteur, estime qu'avec cette perte d'exploitation, l'agriculture et les agriculteurs deviennent très minoritaires et isolés d'une certaine façon. Et en effet, moins représentés aussi dans les instances politiques et locales. Pour le coup, la parole est moins audible. C'est un constat que vous faites aujourd'hui, évidemment, j'imagine, Daniel. Oui, les chiffres... les chiffres sont là, même si après on peut effectivement, et qu'il faudra les nuancer, les chiffres sont là. Maintenant, vu de l'autre côté, il y a énormément d'agriculteurs, d'agricultrices sur le territoire breton, dans toute la diversité dont on vient de parler, et l'engagement qu'on se doit de prendre face à une baisse comme ça numérique, c'est que on se mobilise tous pour pouvoir avoir ces temps de parole, d'explication, de pourquoi, quand on parle de souveraineté alimentaire au niveau national, c'est quoi les implications au niveau local, enfin, tous ces sujets-là. Moi, j'ai envie de dire que remis sur la totalité des agriculteurs, des agricultrices bretons, des salariés de l'agriculture et de toutes les structures qui sont autour, ça fait et ça doit faire beaucoup de bruit et beaucoup de moments de rencontres et d'explications. Quoi qu'il en soit, les dissensions aujourd'hui au sein du monde agricole, qui devient pluriel et qui se tourne aussi le dos, dilue-t-il aujourd'hui la préoccupation générale finalement de l'ensemble de la filière. Sébastien Grosmaître. Juste une anecdote, mais les agriculteurs ne font plus partie des sondages, puisqu'ils font moins d'1%. Donc quand on dit que les sondages disent la France, je ne suis pas persuadé que ce soit le cas. Par contre, les agriculteurs nourrissent tout un milieu économique sur lequel ils peuvent s'appuyer d'ailleurs pour faire entendre leur voix, parce que la voix agricole, elle n'est pas que des agriculteurs. Il y a tout un réseau, que ce soit de proximité ou un réseau d'experts. Quand on parlait des experts, on ne parle pas de consultants. Nous, on s'appuie sur un réseau d'experts ou d'expertes aussi, beaucoup plus. Autant. On cherche d'ailleurs à cette parité. C'est peut-être ce que dit Internet tout à l'heure, l'appel des experts. Plus de dames, faites monter les dames au front, et donc pour pouvoir dire justement cette pluralité, cette richesse et cette importance du maillon agricole et du socle agricole pour développer le territoire ici dans nos régions. On parle moins d'agriculteurs, on sort un peu des radars aussi médiatiques. Pour le coup, voilà, moins d'activité, moins de monde, moins de représentation dans les instances politiques locales. Avant, il y avait beaucoup de politiques, d'agriculteurs qui s'engageaient dans la politique locale. Voilà, tout ça, ça se délite. Alors, ça se délite ou c'est positif? Parce que finalement, une commune où l'agriculteur n'est plus maire, c'est aussi parce que la population de la commune s'est renouvelée, ce qui est une bonne chose, parce qu'on ne peut pas parler à la fois de désertification des campagnes et de gens qui viennent y vivre sans exercer le métier d'agriculteur. Donc là, on voit bien qu'il y a une cohabitation nouvelle, et on le voit bien dans les 3e ou 4e périphéries de nos grandes villes bretonnes. On voit un nouveau public arriver dans ces communes. Certains prennent en main les affaires publiques. La question, est-ce que c'est grave que ce ne soit pas des agriculteurs qui prennent en main ces questions-là? Je ne pense pas.
Par contre, est-ce que ces personnes sont bien au fait des enjeux agricoles de leur commune? C'est une autre question, mais je ne pense pas qu'il faille non plus dramatiser. S'il y a moins d'agriculteurs, c'est bien parce que ce travail difficile, il a été mécanisé, que l'efficacité des agriculteurs a progressé, donc c'est globalement plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est vrai que numériquement, ça pèse moins dans les sondages, dans notre lectorat évidemment, mécaniquement ça baisse dans notre lectorat, et dans la population des communes rurales. Daniel. Oui, ce qui vient d'être dit là, me fait aussi rebondir sur le fait que depuis qu'on a ouvert la possibilité à des collectivités d'être soutien de l'association, on a eu beaucoup de réunions, beaucoup de conseils municipaux où il y avait effectivement plus d'agriculteurs qui nous demandaient d'intervenir. Et c'est des vrais moments aussi d'échange et de richesse. Voilà, il y a moins de conseils municipaux avec des agriculteurs, mais nous, on doit et on peut aller expliquer à un conseil municipal, dans la diversité de ce que sont aujourd'hui nos communes, expliquer la réalité de l'agriculture du territoire, quoi. Et moi, je dis souvent à mes collègues que c'est la première chose qu'ils peuvent faire et qui est simple. Aller rencontrer le maire, aller parler à son conseil municipal, c'est facile parce qu'il y a une vraie attente. Une vraie attente. Jean Dubé. Oui, vous parliez de délitement tout à l'heure. Il y a un nombre ou une démographie qui est effectivement plutôt à la baisse, mais n'oublions pas que le poids de l'agriculture, il n'est pas en baisse, quelque part. Quand on parle d'emploi d'une façon globale, quand on parle effectivement de production agricole, on avait, je crois que c'était vendredi dernier, il y avait une journée lait. Le nombre de producteurs de lait a baissé d'un peu plus de, je crois que c'est 15% dans les 10 dernières années. Mais pour autant, le volume de production laitière est toujours le même. Donc ça veut dire que la transformation, ça veut dire que les marques, ça veut dire que les produits, etc., ils existent toujours. Et à l'échelle d'un territoire, c'est excessivement important. Donc c'est pas la même agriculture, hein, ce que je disais, mais pour autant, ça reste un point important qu'il faudra bien prendre en compte. Alors les agriculteurs ont le sentiment qu'on ne les aime pas et selon une étude IFOP Ouest France, ce ne serait pas le cas, sauf sur les réseaux sociaux. Les Français conservent une bonne image de leurs agriculteurs. 90% estiment que les agriculteurs jouent un rôle majeur dans leur alimentation et pour 79% des sondés, les agriculteurs sont des personnes dignes de confiance. Jean Dubé et Didier Ledu, vous qui êtes au quotidien, d'un côté et de l'autre pour le coup de la barrière, comment expliquez-vous justement qu'un tel sentiment anime aujourd'hui le monde agricole sur, visiblement, l'enquête dit que les Français et les Bretons sont quand même attirés encore pour leurs agriculteurs, et alors que les agriculteurs ont une image complètement inverse. Moi, je suis toujours surpris de ces sondages, au fait. Alors, sans doute que j'ai un tropisme breton, puisque en Bretagne, au fait, l'agriculture... Vous avez parlé tout à l'heure de 1%. En Bretagne, on a déjà 26 000 exploitations. On est à peu près à 39 000 actifs agricoles. Et quand on compte les salariés, ça fait 70 000 personnes qui travaillent dans la production, autour de 70 000. Ça fait quand même une belle entreprise. Autant dire que les agriculteurs et ceux qui y travaillent ne sont pas si peu nombreux. Et ils ne sont pas hors la société, mais ils font bien société. Donc... même si de loin en loin, on connaît toujours quelqu'un qui travaille dans l'agriculture. Après, il y a un décalage entre connaître l'agriculture, on sait qu'on appartient à une région agricole, et vraiment connaître le monde agricole. Je crois que c'est un peu et c'est vrai que là... le travail fait par Agriculteurs de Bretagne, moi, je trouve qu'il est très, très intéressant. Et puis, le fait d'être offensif va permettre notamment aux gens... On est parfois surpris, par exemple, que sur Quimper, sur Lorient, sur Brest, beaucoup de jeunes n'ont jamais vu une vache de près, n'ont jamais vu un cochon de près. Mais ça, c'est pas propre à l'agriculture. Je me souviens d'une journée à Brest où il y avait des Brestois qui étaient donc plus côté terre, qui n'avaient jamais vu la mer. Moi, j'en étais surpris. Mais d'où le travail de proximité à réaliser. Et donc c'est pour ça aussi que je crois oui, l'agriculture, il y a cette idée quand même de l'animal, de la nature, et donc il y a le côté affectif. Et je pense que c'est ça qui crée le décalage entre l'opinion et la réalité. Voilà. Allez, avant de laisser la parole aux éventuelles questions de nos internautes, on va tenter aussi de répondre à la question du monde agricole. Comment faire pour être plus visible et audible, notamment durant cette période électorale? Alors, quel levier faut-il justement activer, messieurs, aujourd'hui pour peser un peu plus dans le débat social? Sébastien Grosmaître.
Deux choses nous concernant me semblent possibles. Un, on pense qu'il faut faire remonter les solutions du terrain et on ouvre à la faveur de cette campagne électorale un espace participatif et contributif qui invite donc chaque agricultrice, chaque agriculteur à déposer des idées qui sont des solutions pour la France d'aujourd'hui, que l'on pourra déposer dans le champ du débat public à partir du moment où elles seront soutenues par de nombreuses personnes. Donc si vous avez des solutions, des idées simples à pouvoir partager, on a cette plateforme participative que l'on met au service de tout le monde. Et autrement, on va dire qu'il y a une élection, il y en a surtout une deuxième, je pense, après la présidentielle et législative. Et les législatives permettent de mettre en avant des problématiques plus locales qui sont liées à des territoires. Et vous savez, les problématiques ne sont pas les mêmes qu'on soit en pays de Saint-Brieuc ou à Brest ou alors dans le sud. Et je pense que c'est à la faveur notamment de cette campagne-là qu'il faut réussir à faire monter les sujets de préoccupation qui sont propres à la profession auprès des candidats dans chaque circonscription. Et nous, les rédactions, auront à cœur justement de faire monter des problématiques qui sont spécifiquement de leur territoire. Samuel Petit. Je confirme, je dis aux agriculteurs et au monde agricole, prenez la parole, quelle que soit votre opinion. On est là pour relayer les préoccupations de tout le monde, dans le même ordre d'idée que ce que Sébastien vient de décrire. Nous, on va emmener notre fameuse caravane de la rédaction, notre caravane rouge, dans 20 communes de Bretagne en janvier-février. Pas pour se faire voir, mais pour au contraire tendre le micro à tous ceux qui ont, notamment au milieu rural, quelque chose à dire. Donc ces questions-là, elles vont émerger par ce biais-là. On les fera vivre, mais à la condition que le monde agricole prenne la parole. Jean Dubé. Je crois que je suis obligé d'être d'accord par définition. C'est vrai que c'est aujourd'hui aussi au monde agricole de prendre la parole, de sortir effectivement d'une posture peut-être un peu défensive. Alors je reviens un tout petit peu sur la question précédente. C'est vrai qu'aujourd'hui les agriculteurs seront contestés dans leur méthode de travail. Par exemple, un agriculteur qui va sortir un pulvé, il va se faire engueuler par ses voisins, ça arrive. Mais il y a aussi d'autres formes de contestation, par exemple sur la capacité de développer des projets nouveaux. Alors on se dit développer une porcherie c'est compliqué, mais ce qu'on découvre aussi c'est que développer une porcherie en plein air c'est compliqué, alors que ça va quand même fondamentalement dans le sens de la société. Quelque part c'est aussi ces sujets-là qu'il va falloir faire remonter, c'est de montrer quelque part qu'il y a une forme aussi un peu d'incohérence dans les attentes entre le consommateur et le citoyen, et ça peut être effectivement les éléments du débat d'une élection présidentielle et législative, pourquoi pas. Il y a un point qui me paraît important, et tu en parles, c'est l'innovation. C'est vrai que cette l'innovation n'est pas source que de traquer une mauvaise chose. Au contraire, je vous conseille la lecture du livre qui vient de sortir sur l'agriculture 1950-1980 en Bretagne, préfacé par Didier, où on voit en quoi l'innovation a permis à l'agriculture de changer d'époque, clairement, dans ces années-là. Aujourd'hui, c'est probablement l'innovation qui va permettre de surmonter les défis environnementaux, de cohabitation agriculteurs, néo-ruraux, etc. Je pense que le monde agricole a intérêt aussi à affirmer qu'il croit encore en l'innovation. Parce que si on ne croit plus en l'innovation, en effet, on refait les choses comme avant, mais il n'est pas sûr que le citoyen accepte le monde d'avant non plus. Donc nous, on essaye de parler innovation. Didier Ledu. Tout à fait, oui. Alors je rebondirais. L'innovation mariée finalement avec ce qu'on avait un peu oublié, l'agronomie. L'agronomie, c'est quoi? C'est un peu le jardinage finalement de l'agriculture, où on fait travailler les interactions entre les plantes, etc., les animaux. On a en Bretagne finalement le mariage idéal entre l'élevage et les plantes et la technologie. Moi, je crois beaucoup à cet assemblage qui peut en effet donner beaucoup de solutions et des solutions qui correspondent un petit peu aux attentes de la société. Voilà. Donc, je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus, oui, tout à fait. Alors une réflexion d'un internaute, une agriculture qui n'a que trop rarement un droit de réponse. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on ne donne pas suffisamment la parole quand il y a des sujets qui peuvent peut-être à un moment être polémiques aux agriculteurs? Est-ce qu'on donne le droit de réponse, Samuel? Alors déjà, on fait l'objet de plein de demandes de droits de réponse, puisqu'on parle de plusieurs milliers de personnes tous les jours, et évidemment, tout le monde a envie de réagir à ce qu'on écrit. Donc je dirais l'agriculture, pas plus que tout autre secteur économique, associatif, etc., n'a un accès à des droits de réponse plus simples. J'ai plutôt l'impression qu'on accepte le débat, qu'on publie des avis très divers. Il peut y avoir parfois sur certaines polémiques, on est obligé d'arrêter à un moment donné le robinet
comment dirais-je, à contradiction. Et vous savez qu'il y a quand même beaucoup de projets ou de débats aujourd'hui en Bretagne dont la presse relaie sans cesse un coup à droite, un coup à gauche, et à un moment donné, on dit stop parce que le débat s'est un peu tari. Donc voilà, après, s'il y a des droits de réponse qu'on m'a envoyés qui ne sont pas passés, je suis prêt à les étudier un par un. Alors, je ne sais pas si c'est spécifiquement pour le Télégramme. Et attention, je rappelle ce qu'est un droit de réponse, parce que c'est vrai qu'on nous envoie des droits de réponse. Oui, on parle d'un tas de choses, mais ça ne donne pas le droit à y répondre tout le temps. Le droit de réponse, c'est quelque chose qui est prévu dans le droit de la presse, qui est quelque chose d'extrêmement normé, qui fait qu'il est utilisable lorsqu'on se sent diffamé ou qu'il y a une atteinte à sa personne. Voilà, c'est un droit de réponse, c'est ça. Après, faire vivre le débat, je dirais, on a encore les médias régionaux le droit de maîtriser le débat interne et de juger qu'on est arrivé à un moment donné à un certain équilibre d'expression. Je voulais rassurer là-dessus, il n'y a pas de consigne dans les rédactions pour dire, surtout si ça vient des agriculteurs, refusez le droit de réponse. Comme ça sera clair. Non, on étudie chaque chose, on essaye d'être dans la pondération, mais souvent, quand on est militant d'une cause, on a tendance à avoir ce qui vient nous cogner ou ce qui vient quelque part nous confronter à nos idées, plutôt que de voir ce qui va dans notre sens. Mais ça, c'est très naturel, c'est pas spécifiquement pour les agriculteurs, c'est pour beaucoup de personnes qui sont engagées dans ce en quoi ils croient. Et ça, c'est un réflexe naturel. Bon, alors, une phrase, comment doivent faire les agriculteurs pour être plus visibles aujourd'hui dans les médias? Didier Ledu. Moi, je dirais, plutôt que d'être, c'est ce qui a été, on revient finalement au départ, plutôt que d'être sur la défensive, il faut être offensif, parce que je trouve que l'agriculture est un support de communication, mais il n'y a pas mieux. Qui n'aime pas les animaux? Qui n'aime pas les plantes? Tout est là. Il suffit de bien les présenter, de dire ce qui se fait. Bon, il y aura toujours le mouton noir, mais c'est pour moi l'exception. Et je pense que là, il y a un support. Un enfant qui a caressé un petit cochon, il s'en souvient toute sa vie. Donc, pas besoin de grands mots, juste des gestes. Voilà. Jean Dubé. Je crois que les agriculteurs doivent faire par eux-mêmes. Je pense que c'est ça un peu la clé. Samuel? Je pense que oui, réouvrir les portes, décloisonner, on a parlé de cloisonnement tout à l'heure, et puis finalement accepter que chacun ait des avis différents, accepter de débattre avec quelqu'un qui n'a pas le même avis. C'est valable sur tous les sujets de tension de la société. Je pense que c'est ça qui est demandé à tous. On est capable de discuter. Personne ne fait rien de scandaleux ou de révoltant. Chacun essaye de tenir sa place dans la société. Et je pense que si les agriculteurs arrivent à rétablir un débat comment dirais-je, sincère et non agressif avec l'ensemble des acteurs, ça serait une bonne chose. Sébastien Grosmaître. J'ai tendance à penser qu'il y a un je t'aime moi non plus, mais le moi non plus, il est plutôt pour l'agriculture parfois parce que c'est une forme de caricature, mais que le je t'aime, il est pour les agricultrices et les agriculteurs, très, très sincèrement. Et donc, quelque part, à partir du moment où on incarne cette agriculture, forcément, on en parle autrement, par justement le fait qu'on est une personne qui défend un métier et un savoir-faire au quotidien. Et là, ça change le rapport aux gens et ça ouvre beaucoup plus ces questions agricoles. Et puis, soyez sincères aussi avec nous. On sera avec vous, évidemment. Et vous avez tellement d'histoires aussi à raconter au sein de vos exploitations qu'on aura des choses aussi, nous, à raconter. Daniel, un mot pour conclure cette émission. Un mot pour conclure. Alors, un grand merci à vous cinq. Un grand merci à notre partenaire du Crédit Mutuel d'avoir permis ce temps d'échange, parce que c'est important pour nous. Et en vous entendant, forcément, j'ai relevé un certain nombre de mots. La complexité, l'affection, l'humain, l'empathie. Alors ça, c'est des choses qui nous parlent. Ça va direct au cœur. Faire tomber des cloisons, la proximité. Et on a bâti un nouveau projet stratégique pour l'association pour les 4-5 ans qui viennent. Et on a donc envoyé un appel aux Bretons et à Bretonnes à participer avec nous à produire une agriculture partagée et avoir un circuit court de dialogue. Et dans ce que j'ai entendu, je crois que le message est bien reçu pour nous. On est sur ce chemin-là. Il est effectivement pas forcément toujours facile. Je pense qu'en période électorale, surtout quand il s'agit d'élections de proximité, comme on l'a dit, et la prochaine, c'est notamment les députés, on a plein de belles choses et plein de beaux messages à faire passer auprès de ceux qui demain nous représenteront. Donc voilà, on voit l'étendue du travail qu'il y a à faire. Et un très très grand merci à vous et merci à ceux qui sont de l'autre côté, qui nous ont suivis. De l'autre côté des caméras.
Merci Daniel, merci à vous quatre, aussi, messieurs, de nous avoir accordé du temps. Merci à vous de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette émission spéciale, ce forum organisé par Agriculteurs de Bretagne. À très vite sur nos antennes et aussi ailleurs, évidemment, sur les réseaux sociaux et sur sur nos journaux aussi, que ce soit Ouest France et le Télégramme, telegram.fr. Kenavo.